score final Pays-Bas-Suède, Étienne Moati. 1-0 Pays-Bas. Dave Apadou. Un partout, prolongation, 2-1 Pays-Bas. Johan Rioux. 2-1 Suède. Sarah Mbarak. Un partout, prolongation, 2-1 pour la Suède. Et enfin le président Nabil Djellit. 0-0, Purjason, la Suède au bout, au péno. C'est l'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. Je m'adresse aux fidèles de l'équipe du soir. Vous êtes un peu embêtés devant cette demi-finale, ne vous inquiétez pas. Parfois, même souvent, même tout le temps, les émissions sont meilleures que les matchs. Qualification des Pays-Bas qui retrouvera dimanche au Parc OL à 17h les États-Unis en finale. 1-0, c'est le score en faveur des Pays-Bas. Le sondage du soir, le titre mondial peut-il échapper aux Américaines ? Oui ou non, compte Twitter de l'équipe du soir. Et cite l'équipe, compte Twitter si vous êtes agacé, vous n'arrivez pas à dormir, vous pouvez canoter sur Twitter. Nous aurons des réflexions, nous les accueillerons jusqu'à minuit et demi. Et puis également, nous noterons les joueuses de cette rencontre. Petit tour de plateau pour y féliciter l'un des chroniqueurs. Il a donné le bon pronos. C'est le premier de cordée, Étienne Moati, 1-0 pour une qualification en finale de la Coupe du Monde. C'est 4 plus 1, c'est 5 points. Bravo Étienne. Vous avez quelque chose à ajouter ? Franchement, je suis assez expert dans ce genre de match. Et puis, quelqu'un avait vu le bon écart. C'est Dave Apadou, 2-1 après prolongation. Le bon écart et les prolongations. Je m'adresse au président Nabil Djellit. Est-ce que ça mérite 1 point ou 0 point ? La balle est dans votre camp. Non, mais ça mérite forcément un point, d'autant que je trouve que Étienne n'a pas précisé avec prolongation. Donc pour avoir un peu de justice, et que c'est mon rôle aussi dans cette émission. Voilà, ça c'est un trouver président qui rétablit les injustices un peu. Trouver un compromis. Les images tout de suite, les Américaines donc retrouveront les Néerlandaises. Les Néerlandaises se sont défaites après prolongation de la Suède. Que retenir de cette rencontre ? Un but, 99e minute lors des prolongations. Il est inscrit par Jackie Groden. Le but de la victoire et le but de la qualif pour, je vous le rappelle, chers téléspectateurs, les championnes d'Europe en titre. Mes petits, Pays-Bas-Suède, est-ce un match digne d'une demi-finale de Coupe du Monde ? Non. Ah, duel dans l'équipe du soir. Johan Rioux face à Dave Apadou. Johan, c'est un match digne d'une demi-finale de Coupe du Monde ? Oui, vous avez 30 secondes. On vous écoute, mon cher Johan. Un match de foot est toujours intéressant, ces deux équipes ont mérité d'être en demi-finale, donc quoi qu'elle arrive, tu as le droit de rater un match, tu as le droit d'offrir un spectacle qui est moyen. Je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, la demi-finale masculine en 2014 de la Coupe du Monde Pays-Bas-Argentine, 0-0, l'un des pires matchs de l'histoire, une nullité absolue, et pourtant tu avais les meilleurs joueurs du monde, ou parmi les meilleurs joueurs du monde. Ça arrive à la finale de la Coupe du Monde 90, horrible, la finale de la Coupe du Monde 94, horrible à cause du beau temps et de la chaleur. Ça arrive, et on apprécie d'autant plus ce qu'on a vécu hier soir, parce qu'on a vécu ça aujourd'hui. Le foot, c'est ça. Et peut-être elles ont été un petit peu les émotions d'une finale à les disputer, une finale à les conquérir. C'est l'histoire du foot, de la vie tout simplement. Les mauvais moments, les bons moments et tout s'entremêle. Dave Apadou, c'est trop long. Johan, je vous avais pas fait le décompte, pardonnez-moi. Moi, je pense que respecter le foot féminin, c'est le traiter justement comme le foot masculin. Et les matchs dont a parlé Johan, effectivement, étaient des mauvais matchs, des matchs dont on pouvait attendre beaucoup plus et qui étaient des demi-finales de Coupe du Monde masculine. Et si on avait fait ce débat, est-ce que c'était des matchs dignes d'une demi-finale ? On aurait dit non. Ben, c'est ça, respecter le foot féminin. Et à un moment, avoir un regard qui est objectif, qui n'est pas condescendant, qui n'est pas ultra bienveillant, c'est aussi le prendre comme tel. Hier, on a vécu une soirée exceptionnelle, on l'a dit. Aujourd'hui, on a vécu une soirée ennuyeuse à mourir. Il faut être capable de le dire. Et c'est ça aussi, faire avancer la cause du football féminin. Pardon de vous le dire. Voilà, le courage d'un côté et on va dire l'appréciation de Johan Rioux qui nous dit finalement on apprécie le football. Tu commences déjà à te rattraper, autant par les grands matchs que par les purges, et les purges finalement dimensionnent les grands matchs. Et en 2014 d'ailleurs, vous êtes obligé de traduire ce qu'il a dit il y avait le Brésil-Allemagne 7-1 et le lendemain il y avait eu 0-0 et la c'est le propos de Johan Rioux. C'est un deuxième jaune pour vous, mon cher Johan. J'étais en train de faire le résumé de votre intervention pour mieux vous produire. Compte Twitter de l'équipe du soir, vous votez Johan ou vous votez Dave. On y va, mon cher président. C'était comme les matchs de Mike Tyson, là, il fallait pas arriver en retard. Là. C'est un chaos pour Dave. Évidemment, moi il n'y a pas de légitimité ou pas du football féminin. Moi j'ai vu un match de foot ce soir. S'il avait été bon, on aurait dit il est bon. S'il n'est pas bon, on dit il n'est pas bon. Et Dave, il a tout résumé. Ce soir, ouais, effectivement, il y a de l'enjeu. Et c'est aussi pour ça qu'on a été pris. Mais sur la qualité, sur le contenu, on a le droit d'être déçu. Et d'autant que ce match-là, il souffre vraiment
et on le dira peut-être, peut-être d'autres le diront, sauf vraiment de la comparaison avec celui d'hier où franchement on s'est régalé. Karine Galli nous attend du côté du Parc OL. Hier on sautait partout, on était contents, on était vraiment enthousiastes quant à la performance. Ce soir, c'est pas un match digne d'une demi-finale de Coupe du Monde. Karine, bonsoir. Bonsoir Mémé, je ne savais pas que Dave était un saint et qu'il devait faire avancer la cause du football féminin. Non mais excusez-moi, je suis d'accord avec Johan, évidemment que ce soir on est extrêmement déçus, mais c'est pas pour ça que c'est indigne d'un match de demi-finale de Coupe du Monde. Comme Johan l'a dit, match féminin ou match masculin, des purges, on en a vu, des matchs extrêmement décevants, on en a vu en demi-finale de Coupe du Monde et en finale de Coupe du Monde. Mais le constat, effectivement, on est tous déçus de la qualité qu'on nous a proposée ce soir, mais je pense qu'il y a aussi des explications. Je vous l'avais expliqué en avant-match, l'équipe de Suède est une équipe qui est extrêmement difficile à bouger, qui fait déjouer ses adversaires. Et en face, l'équipe qui avait le ballon et qui devait nous régaler, parce que normalement elle joue bien au football, c'est les Pays-Bas. Et les Pays-Bas n'ont jamais joué de demi-finale de Coupe du Monde. Et peut-être que les joueuses ont été dépassées par l'événement. Le constat, on est tous d'accord, on est déçus par rapport à ce qu'on a vu sur le terrain. Mais de là à dire que c'est indigne d'un match de Coupe du Monde, je trouve que vous allez trop loin, mon cher Mémé. Non, c'est un match digne d'une demi-finale. Ouais, voilà. Vous avez dit indigne. Nous, on est vraiment extrêmement neutre Positif. et positif. Il n'y a pas de procès Sarah d'intention. Mbarek, on a commencé à dévier sur finalement la cause féminine et tout ça. C'est une contre-publicité pour le foot féminin ou comment Non, ça je pense pas. Non, je pense pas. Après, voilà, on arrive à un terme de la compétition où les organismes sont fatigués, je l'ai déjà dit, où les deux équipes se sont neutralisées aussi. Et puis, voilà, on a eu un match décevant. On a le droit de le dire quand c'est pas bon. Et maintenant, c'est pas pour ça que le football féminin ne continuera pas d'avancer, loin de là. Sarah, c'est les organismes qui souffrent. 6 matchs, c'est trop? Ça commence à tirer quand même. Ouais. Un petit peu sur les organismes, oui. Ça fait C'était beaucoup. C'était combien de matchs avant le 6 matchs finale d'hier ouais. Non. Après, le raisonnement ne tient pas forcément. Ouais, mais les Moi, je comprends pas Américaines, pourquoi on fait un débat de savoir foot féminin, pas foot féminin. Je veux dire, on voit un match qui est une demi-finale de Coupe du Monde, donc qui est quand même à peu près ce qui se fait de mieux normalement donc dans la discipline. Donc si on est content d'avoir vu ça, je veux dire c'est qu'on n'aime pas le foot. Quand on voit un match de Coupe du Monde, c'est un match, Dave l'a dit, c'était un match, une demi-finale de Coupe du Monde masculine et qu'on voyait ce match-là, on aurait dit mais c'est indigne d'une demi-finale de Coupe du Monde. Et personne n'aurait fait un débat de savoir si c'était bien, pas bien de le dire. C'est juste un mauvais match, voire un très mauvais match. Hier, on a eu un très bon match. La question pour moi, c'est même pas de savoir si ça avantage ou pas la cause du football féminin. Voilà, C'est juste un mauvais match et qui est pas digne du niveau de cette Non, mais compétition. je ne peux pas donner de point à Étienne, mais il a raison, il faut sortir de ses réflexes et de ses rhétoriques. Je veux dire, il faut sortir de ses carcans et de ses idées reçues, parce que si à chaque fois le curseur c'est de savoir si le foot féminin c'est bien ou pas en sous-main. Oui, c'est ça. On peut pas à chaque fois En fait, ça veut avoir dire une que appréciation qui nous renvoie à un procès en intention, en légitimité et en mauvaise intention. Non, il n'y a pas de mauvaise intention. Moi, je me suis régalé hier. Pardon, Dave, c'est vous qui avez fait chavirer le débat en parlant de la cause féminine. Voilà, c'est tout. Et inversement, J'ai dit justement que respecter la compétition et cette compétition jouée par les femmes, c'était justement avoir l'honnêteté de dire jusqu'au bout, quand ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Et de la même façon qu'on le dirait pour les hommes. Parce que si à chaque fois qu'il y a un mauvais match chez les femmes, on est obligé de dire peut-être que c'était pas tout à fait bien, mais quand même il y avait des choses, mais quand même elles ont tenté, mais quand même elles ont été courageuses, etc. Je trouve que ça, pour le coup, c'est pas respecté complètement. Karine Galli vous écoute, pas tout à fait d'accord. On y va. Karine, Dave, vous êtes en contact, ma chère Karine, à vous. Oui, alors déjà quand on emploie le terme respecté pour parler de football, ça m'irrite, mais c'est pas grave. Mais là n'est pas la question en fait, Dave. Tout le monde dit que le match n'a pas été bon, mais lorsque la finale de la Coupe de la Ligue cette année est une purge absolue entre Strasbourg et Guingamp, je crois, tout le monde dit que c'est une purge et que c'est une finale. Et c'est pas respecter ou pas respecter le football masculin dans ce cas-là. Ce soir, on a vu un mauvais match, oui. Mais est-ce que c'est le niveau des deux équipes? Et c'est ça qui est important. Et moi, je dis non, parce que les Pays-Bas, depuis le début de la compétition et aussi lors de l'Euro 2017 ont montré des très bonnes choses. Donc ça ne veut pas dire que ce qu'on a vu ce soir en demi-finale de Coupe du Monde reflète le niveau du football féminin et reflète ce qu'est le niveau d'une équipe demi-finaliste. C'est ça la nuance que je veux apporter, et je pense que vraiment dimanche les Pays-Bas seront peut-être meilleurs parce qu'elles auront une équipe qui sera joueuse face à elles et elles n'auront pas un adversaire comme elles ont eu ce soir qui a enquiquiné aussi les Allemandes et les Canadiennes, alors que lorsqu'on regarde les Allemandes jouer au foot, normalement on dit pas que c'est honteux. Dave, non, mais où je juste me suis exprimé pas très clairement, où Karine n'a pas bien écouté. Justement,
elle évoquait la finale de Coupe de la Ligue avec Strasbourg. Mais justement, derrière, il y a eu quoi comme débat? Est-ce que c'était digne d'une finale? Est-ce que c'était un match à faire regretter l'absence du PSG? On les a eu ces débats. Et de la même façon, parce que, indépendamment du fait que ce soit des hommes ou des femmes. Et là, ce sont des femmes, et on doit être capable de dire, c'était pas bon, et sans faire de procès à cette compétition. On le fait pas. Une relance, puisque le tournoi continue dimanche 17h, donc au Parc OL, il y aura les États-Unis face aux Pays-Bas. Vu ce qu'on a vu ce soir des Pays-Bas, notamment, faut-il souhaiter une large victoire des Américaines? Pourquoi le souhaiter? Le sens de la question. Le sens de la question. Au contraire, franchement, 120 minutes comme ça, moi j'en peux plus des Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est pas ce qu'on a vu ce soir. Les Pays-Bas, c'est juste d'avoir un match qui soit plus disputé et que là, pour le coup, je rejoins Karim. Un match ressemble pas forcément à un autre. Ce sera une finale. Les États-Unis sont évidemment donc favorites, plutôt même largement favorites, mais face à cette équipe, puisque Nabil vient de l'apprendre, il y a quand même les championnes d'Europe qui vont jouer donc ce match. On les a pas vus sur le terrain, Etienne, ce soir. Un meilleur match que ça aussi. Les Pays-Bas sont pas à leur premier coup d'essai. Contre les Japonaises, il y a une très très bonne entame. On a été vraiment conquis par ce jeu des Néerlandaises. Et puis à la 25e minute, terminé, rideau, machin. Donc ça fait au moins 2 matchs, 120 secondes plus, on va dire, deux matchs complets. Johan, dans l'inventaire des matchs qui effectivement pouvaient prêter à discussion dans les grandes compétitions masculines, a parlé du parcours de l'Argentine 2014. L'Argentine 2014 par rapport au parcours de l'équipe d'Allemagne, souvenez-vous, après le 7-1 de l'Allemagne contre le Brésil au Brésil, alors que les Argentins ont défendu comme des rats morts sans rien produire contre les Pays-Bas, ils sont passés au tir au but. Pourtant, la finale, -1, c'est eux qui la gagnent. Donc en fait, effectivement, Etienne a raison. Ce match-là, on peut pas le calquer. Maintenant, il y a un rapport de force. Par rapport à tout ce qu'on sait des deux équipes en général, on sait que les favorites vont être les Américaines. Mais imaginez que parce que les Américaines ont fait le match qu'elles ont fait hier et les Pays-Bas ce soir, ça va être une démonstration, c'est vraiment pas évident. Il y a les JO de 2016, les États-Unis se font sortir en quart de finale au tir au but, c'était quasiment, il y avait quand même 5-6 joueuses d'aujourd'hui, par la Suède quand même au tir au but. Donc, et quand même l'Espagne, surtout en 8e de finale, l'Espagne contre les États-Unis. T'as vu, l'Espagne quand même avait fait un super match, les États-Unis avaient été enquiquinés, ils s'en sortent à un quart de la fin. Moi je trouve quand même qu'il y a des équipes dans ce tournoi qui ont pu montrer un peu la voie, ou au moins l'équipe qui a montré la voie, elle est sortie hier, c'est l'Angleterre. Voilà. Maintenant, ça va être compliqué pour les Pays-Bas. Ils ont 120 minutes dans les pattes. Ils ont un jour de moins de récup. En face, elles sont préparées comme des machines de guerre. Elles ont 2 équipes. Bon courage. Il est bon, David. Il découvre le foot féminin. C'est lui qui a toujours le dernier mot. Le top pareil à présent. Un match quand même. Qui gagne? Kevin. Ah, ben voilà, déjà on le professeur. Oh non, c'est rare. Là, c'est rare. 4h37. Mais là, on est 4 téléspectateurs, comme il est minuit, tout le monde. Quoi? Oh là là. Qu'est-ce que tu lui as dit? Mais vous avez les audiences. Non. 4 millions. Voilà. Nous sommes là. Ouais, tout va bien. Le top pareil à présent. Match marqué par 2 actions. 2 belles actions. À la 56e minute, une action pour Fischer qui frappe. Vous allez voir un arrêt de Van Venendaal au bout du bout des gants. 56e minute. Regardez cette action. On y va. C'est les Suédoises qui attaquent. Frappe de Fischer, Van Venendaal, du bout des gants. Quelques minutes plus tard, à la 64e minute, une barre transversale cette fois-ci pour les Pays-Bas. L'auteur de la frappe est Viviane Miedema, déviée par la gardienne. Arrêt de Lindahl, là encore, du bout des gants. Quelle gardienne a réalisé le plus bel arrêt? Habillage à l'américaine, et on y va. Le premier ou le deuxième? Étienne Moati. La gardienne suédoise. La gardienne suédoise. C'est quoi son nom? Ok, la gardienne Lindahl. suédoise. La gardienne Hedvig Lindahl. Voilà, mais ce serait bien de non, le nom des gens quand même. Tout va bien. Nabil Gélic, je connais votre nom, taisez-vous. Dave Panou, vous me dites? Lindahl, suédoise, deuxième. On y va. Van Venendaal. Van Venendaal pour Johan Rio. Ok, Van Venendaal. Ma chère Sarah? Lindahl aussi. Lindahl également. Seul au monde ce soir. Hein. Et vous, mon cher Nabilou? Si ça avait été un homme, j'aurais dit Pays-Bas, mais la Suède. La Suède? Suède. Je sais pas comment ça s'appelle par contre. La suédoise, c'est Lindahl. On va reprendre chronologiquement. On va vous faire parler, mon cher Johan Rio. Pourquoi vous trouvez que cet arrêt est beaucoup plus compliqué? C'est Fischer, avec une frappe, un arrêt de Van Venendaal, du bout des gants, 56e minute. Grosse occasion et première grosse frappe à la 56e minute des Suédoises. Parce que la frappe est vraiment croisée et vraiment elle se détend de tout son long. Et je pense, tu vois, de le faire à terre alors que tu as 2 joueuses, 2 adversaires qui sont juste face à elle, à 2 cm d'elle, prêts à, tu vois,
voit, parce qu'après il faut la détourner aussi, comment dire, pas dans l'axe, mais la mettre sur le poteau. Je trouve que franchement faire cette détente-là, à ras de terre, s'étirer tout son long, je trouve que j'ai l'impression que dans le deuxième arrêt, la gardienne a un peu plus le temps de voir venir entre guillemets. Mais là aussi, elle a le temps de voir venir. La frappe, elle est écrasée, elle n'est pas très puissante. Elle a vraiment le temps. Elle mesure 1m77, elle descend vite. Une frappe à ras de terre, est-ce qu'on peut se dire que ça... Elle est bien croisée, la frappe, quand même. C'est un peu plus compliqué à aller chercher pour une gardienne dans le côté difficulté. Non, mais elle est basse sur ses appuis quand on revoit bien le... Ce qui est bien, hein, attention, c'est pas pour minorer son arrêt. Juste qu'elle est basse sur ses appuis. Elle va au sol, mais je dirais que c'est un mouvement naturel. C'est pour ça. Moi, j'ai évoqué 64 minutes. On bascule sur votre choix. Voilà, moi j'ai évoqué sur Lindahl parce qu'en fait, elle fait un arrêt. Qui est précisément, a priori, un des points faibles des gardiennes. Voilà. Même si, à la base, les gardiennes, en fait, elles sont plus en difficulté, les gardiennes féminines, dans les sorties aériennes. Vraiment, dans le timing, la détente, etc. Voilà, elles ne peuvent pas aller chercher les mêmes ballons que les garçons, c'est normal. Et du coup, on dit souvent que c'est le point faible. Maintenant, là, c'est pas vraiment une sortie aérienne, c'est un arrêt aérien, en effet, c'est une claquette, mais c'est vrai que moi je trouve qu'il est plus spectaculaire cet arrêt-là que... Il y a ça, main opposée. Quand on regardait donc le match avec Sarah, on a le sentiment qu'il y a but, qu'elle a marqué quasiment, et donc on est surpris de la voir être capable d'intervenir. Donc faut pas oublier qu'elle a 39 ans. Que j'ai choisi. Lindahl. Qui est remplaçante en plus, qui est remplaçante cette saison à Chelsea. Le prénom de Lindahl, je vais vous apprendre quelque chose, Hedwig. Voilà. Joli prénom. Joli prénom. Dans quelques minutes, les notes de l'équipe du soir. On aura un petit débat sur France-États-Unis, épisode 3, que vient faire ce quart de finale en demi-finale. On vous expliquera tout ça dans la deuxième partie. On refait l'histoire de la Coupe du Monde. L'équipe du soir, jusqu'à minuit et demi en compagnie de Sarah Mbarek, Johan Rioux, Dave Apadou, Étienne Moiti et le président Nabil Djellit. Reprise des débats dans quelques secondes. Pour l'heure, les 3 informations essentielles hors Coupe du Monde. On se rend à Wimbledon. Novak Djokovic a été expéditif. Belle opposition de Kudla. Le Serbe s'est quand même facilement imposé contre l'Américain. 6-3, 6-2, 6-2. 1h32, c'est le temps du match. Kudla, 111e mondial, a pourtant vendu chèrement sa peau face au numéro mondial, malheureusement insuffisant pour inquiéter le Torrentic qui affrontera au 3e tour le Polonais Urksak. Benoît Paire, à présent, c'est lui qualifié pour le 3e tour de Wimbledon aux dépens de Kekmanovic, contraint à l'abandon car il s'est blessé à la cheville, l'adversaire de Benoît Paire. Donc 7-6, 6-4, c'est le score. Abandon donc au début du 3e set. Le 32e joueur mondial affrontant en 16e le Tchèque Vesely, tombeur de Cuevas. Il faut rappeler que Vesely est tombeur de Alexandre Zverev. Donc le tableau est plutôt dégagé côté Paire. Rappelons que le meilleur résultat de Benoît Paire, c'est en 2017. Il avait atteint les 8e de finale. Enfin, un petit mot sur Teddy Riner qui continue sa préparation pour le Grand Prix de Montréal en compagnie, vous allez voir, de son sparring partner, le pauvre, Nicolas Canning, partenaire, je vous rappelle, depuis 2010, le pauvre. 20 mois d'absence pour Teddy Riner, qui sera à 60% de ses capacités, selon son entraîneur Franck Chambili. Enfin bon, peut-être suffisant pour s'imposer dans ce tournoi. L'entrée en liste de Riner, c'est chez nous, ce dimanche, à partir de 23h, décalage horaire oblige, sur la chaîne. L'équipe, les notes de l'équipe du soir, on va faire court mais petit, on va faire concis. Habillage à l'américaine, je vais vous demander quelle est pour vous la MVP et sa note. C'est la MVP du match et sa note. Étienne Moiti, vous me dites? Alors moi je suis pour Fischer. Fischer, ok. Et défenseuse centrale de la Suède. Ok, la note maximale c'est 7. 7 c'est pour Van Venedal. Van Venedal, la gardienne. Johan, 6 c'est pour Gronen qui les envoie au paradis. Eh ouais, logique. Sarah? Moi je suis déçu parce que j'ai le même avis que Johan, alors je suis perdu là. Eh ben non, c'est bien, vous progressez, tu vois bien, d'émission en émission. Nabilo? 6, je me fie aux notes de francefootball.fr, Aslani, au four et au moulin. Je trouve qu'elle aura été dans tous les bons coups. Et elle a fini KO. Elle a fini KO dans cette rencontre. Karine Galli, pas dernière intervention d'ailleurs, parce que vous êtes là pour le prochain débat. Votre meilleure joueuse, c'est qui et vous lui mettez quelle note? Bon, j'aurais été au moins une fois d'accord avec Dave dans la soirée, c'est déjà pas mal. Ça sera également la capitaine et gardienne des Pays-Bas. Je lui mettrai un 7, notamment parce qu'elle a dévié une très belle frappe de Fischer, une frappe croisée de la Suédoise sur son poteau, et parce qu'elle a fait les interventions nécessaires quand les Pays-Bas étaient malmenés par cette équipe suédoise.
Merci ma chère Karine. On vous garde un petit peu puisque on va se faire l'épisode 3 de France-États-Unis. Pourquoi ça revient dans l'actualité? Eh bien hier en plateau, il était à votre place, Raymond Domenech en tant que président de l'équipe du soir. Eh bien il y a un truc qui passe pas pour Raymond Domenech, c'est que la France soit programmée depuis le début, depuis le tirage au sort pour rencontrer les États-Unis, grands favoris de cette compétition, dès les quarts de finale. J'ai pas été clair? Raymond lui a été clair. Replay. En 98, alors on a organisé la Coupe du Monde en France. D'un côté du tableau, il y avait la France, et de l'autre côté du tableau, il y avait le Brésil. On était sûr qu'on ne rencontrerait pas le Brésil avant la finale si on finissait chacun premier. Mais ça se fait comme ça dans tous Mais les il suffisait pays, de le... Et pourquoi on ne l'a pas fait ici? Je veux dire, on joue en France, on veut le succès du football féminin, on veut promouvoir le football féminin. Je veux dire, ça aurait été quelque chose d'extraordinaire. Et là, on aurait rencontré les Anglaises en demi-finale. On aurait vu ce qu'on était capable de faire. On aurait pu se comparer. Qui veut répondre à Raymond Domenech? Moi, je trouve que c'est une très curieuse manière de voir les choses. Les tableaux sont pas faits pour être organisés par les pays organisateurs. Franchement, si on veut revenir au football de l'époque, Sepp Blatter, petits arrangements entre amis, etc. Mais moi, c'est pas trop mon truc. En revanche, que les Françaises aient pu décider de faire tourner sur le troisième match, faire jouer les remplaçantes et éventuellement ne pas gagner le match et ne pas être première et ne pas être dans le même tableau que les Américaines, pourquoi pas? Décidé par le sport, pas décidé par les organisateurs. Après l'exception culturelle française, c'est l'exception sportive française. On est les chevaliers blancs jusqu'au bout. Bah, si t'aimes pas l'honnêteté, c'est ton problème. Mais ça fait partie du charme. Mais dans le football même, il y a du vice sur le terrain, il y a du vice. C'est comme ça. Bien sûr. Non mais attends, le beau jeu. Non mais là tu rends compte, là t'es en train de dire donc faut magouiller, faut truquer. Je pense pas que ce soit malhonnête. Merci Sarah. Évidemment c'est malhonnête de faire les chapeaux, pour éviter les championnes du monde, non, c'est pas malhonnête. Je pense que c'est une façon de faire en fait, pas malhonnête. C'est une façon de faire honteuse. Mais pourquoi ça se fait partout? Ça a toujours été comme ça. Non, mais il y a des... Et c'est pas des magouilles. D'ailleurs, on a failli se faire éliminer en plus par le Brésil en 8e. Mais c'est pas ça, tu peux organiser tout à l'avance, ça se passe. Mais non, mais c'est juste favoriser un petit peu, honnêtement, le pays organisateur. En fait, c'est tricher honnêtement. C'est un concept. Sarah, je te comprends pas, je t'adorais bien. Ils ont déjà joué en France, au Parc des Princes. Elles ont eu la possibilité qui leur était donnée par la FIFA d'aller à Clairefontaine, d'avoir un camp de base donc pendant de longs séjours donc dans la compétition, alors que les autres équipes se baladaient d'hôtel en hôtel avec des conditions d'entraînement qui étaient défavorables. Si en plus il faut rajouter une magouille dans l'organisation du départ, lâchez l'affaire. On est regardé par des gens, donc on va donner l'idée de simplement aujourd'hui il y a la Coupe d'Afrique des Nations. Je vois que l'Égypte va éviter le Sénégal, l'autre grand favori. Donc en fait ça devient notre modèle. C'est-à-dire que les organisations frauduleuses, ça devient notre modèle. Non, c'est pas une organisation beaucoup plus frauduleuse que ce qui se fait ailleurs. Donc je veux dire, voilà, c'est frauduleuse. Je pense que frauduleuse, le mot est complètement disproportionné. C'est juste créer les meilleures conditions possibles pour les pays. Et la France avait toutes les meilleures conditions possibles. C'est une question de je peux pas dire comment c'est une question de terminologie. Il y a la culture de la suspicion. Moi, j'ai une culture patriotique. Il n'y a même pas besoin d'avoir la culture de la suspicion parce qu'avec ce que tu nous expliques, il faut organiser la magouille à l'avance. C'est même pas suspect. Quand j'étais gamin, on faisait des tournois. On s'arrangeait pour être du bon côté déjà pour commencer. Je veux dire, ça fait partie. Même dans les tournois officiels. On sait très bien qui est tête de série, qui est favori, machin. On les met pas dans les mêmes poules pour qu'à la fin ça fasse une belle finale. Et même pour les pelouses. Mais là on parle de la Coupe du Monde. On espère que ce sont des critères sportifs, des indices au rang FIFA qui vous placent ou pas dans un chapeau ou dans un autre. On a envie, enfin en tout cas moi je préfère ce football-là qui est organisé de manière saine, honnête, qu'un espèce de truc où on essaye d'organiser que les plus prestigieux se retrouvent à la fin dès le départ. C'est un peu le débat qu'on a aujourd'hui sur la réforme de la Ligue des Champions. On peut décider tous les ans que c'est mieux que ce soit le Barça, le Real Madrid, le Bayern et la Juve qui sont en demi-finale, et puis on arrête la compétition comme ça. Ce débat, cette discussion me rappelle une archive que nous allons vous montrer tout de suite. Nous étions l'année dernière, France Bleu, Michel Platini interviewé par Jacques Vendroux. Jacques Vendroux, célèbre journaliste, et surtout sa célèbre relance. Vous avez bien travaillé. Wow. Là aussi, écoutez. Parce qu'il faut organiser le calendrier. On a organisé le calendrier. On a fait une petite magouille que si on finissait premier et le Brésil premier, ils ne pouvaient pas se rencontrer avant la finale. Pas mal. Ben oui, bien sûr. Écoutez, on est à la maison, on va mieux profiter des choses. Hein. Bon, alors on va pas s'emmerder pendant 6 ans à organiser la Coupe du Monde si on ne peut pas faire quelques petites magouilles. Et vous pensez que les autres, ils ne le faisaient pas aux autres Coupes du Monde, tu penses? Votre but,
Dès le départ, c'est France-Brésil en finale. Oh, ben, c'était le rêve de tout le monde. Vous avez bien travaillé là aussi. Hein. Ben, pas difficile. C'était groupe A, c'était la France, et groupe L, je sais pas quoi, groupe F, le Brésil. Donc, s'ils finissent tous les deux premiers, ils ne pouvaient pas se rencontrer. C'est tout, c'est simple. Ça s'appelle pas magouille, ça s'appelle bien travailler. Voilà. On a bien travaillé. Enfin, je rappelle quand même qu'il faut gagner les matchs pour arriver en finale. C'est bien ça. Non mais j'ai l'impression que pourquoi la France est supérieure à la Suède, à l'Allemagne? En plus, on aurait pu tomber dans le truc. Non, mais Johan, il y a un moment donné, il faut être sérieux. Non, mais j'entends. Mais ce que je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un pour dire l'équipe de France a volé sa Coupe du Monde 98? Non. Bah oui. Les matchs, il a fallu aller les gagner. Les Brésiliens aussi, d'ailleurs, il a fallu qu'ils fassent leur parcours. Et c'était pas fait, évidemment. Ça s'est joué parfois à rien. Personne n'est là pour dire que la France, elle a volé sa Coupe du Monde. Personne n'est là pour dire non plus que c'est magnifique ce qu'ils sont en train de décrire. Hein. Enfin, si ça te plaît. Karine Galli, un commentaire sur ce que vous entendez sur le plateau. Oui, mon cher Mémé. Oui, parce que en fait, l'extrait que vous avez passé, effectivement, il date de mai 2018. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, Michel Platini a attendu 20 ans pour nous expliquer sa petite magouille. Je reprends ces termes. Et moi, honnêtement, je trouve ça absolument scandaleux qu'il emploie des termes comme ça. Et c'est marrant parce que j'en ai parlé il y a quelques jours, justement, avec un champion du monde qui avait pas exactement la même vision que Michel Platini. Vous savez qu'il y en a qui ont été champions du monde et la génération Platini n'a jamais été championne du monde et qu'il y a toujours eu quelques tensions, on va dire, entre l'époque Platini, Michel Platini et des joueurs de France 98. Donc je trouve ça moyen et dans tous les cas ça ne change rien. Effectivement, l'équipe de France 98 a gagné tous ses matchs pour arriver à décrocher sa première étoile. La France était opposée aux États-Unis en quart de finale et la France a été battue par meilleure. Je veux dire, il y a d'autres équipes pendant cette compétition qu'on a vu meilleures que la France. Donc est-ce que la France aurait réussi à battre les Pays-Bas, aurait réussi à battre les Anglaises? On est incapable de répondre à cette question. Donc je trouve ça stérile et pas du tout bon pour le foot de parler de magouille, de pas de magouille, de France avantagée ou pas avantagée par rapport à la Coupe du Monde 98 ou celle de 2019. Merci Karine, oui, mais je comprends et vous remerciez Anne-Sophie Bernardi. On reparlera de ce débat demain dans la première partie, car nous aurons l'un des promoteurs de cette Coupe du Monde en France, le président dans la vie, Noël Le Graët. Mes petits, on va passer à Messi contre Maradona de l'Argentine, sortie de la Copa América l'année dernière par le Brésil. Toujours pas de titre majeur pour l'Argentin avec ses sélections. Contrairement à Diego Maradona, champion du monde avec l'Argentine en 86, Messi est-il condamné à rester dans l'ombre de Diego Maradona? Oui, en Argentine, oui. En sélection, ça commence à plus faire de doute. Alors, attendez, en général, on compare Messi comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Est-ce qu'avec ça... Non, mais l'ombre de Maradona, forcément, on pense à la sélection argentine. Ça remet pas complètement en cause de savoir quel a été le meilleur joueur des deux, peut-être, sur la totalité, parce qu'en club, ce qu'a fait Messi et ce que continue à faire de Messi, c'est exceptionnel, et pour moi, c'est sans doute au-dessus de ce que fait Maradona. En revanche, en sélection, aujourd'hui, on est obligé de dire que Maradona a fait beaucoup plus, et que Messi est face à un mur. En fait, Messi, donc, il prétend au titre de meilleur joueur de l'histoire de tous les temps, de club. Bah, parce que finalement maintenant, c'est ça maintenant. Non, ça va être ça, meilleur joueur de tous les temps, de club. En fait, c'est pour ça que j'ai dit en Argentine, parce qu'évidemment, il y a aussi le rapport culturel à leurs deux champions. C'est-à-dire qu'en Argentine, il y a toujours eu un décalage avec Messi. Parce que Messi, en fait, de culture, il est parti jeune et même sa façon, il est catalan. Ah bon, s'il était champion du monde, je pense qu'il serait un peu moins catalan, un peu plus argentin. J'entends bien. Mais Maradona, depuis le début, si tu veux, c'est l'enfant du peuple. Et il y a aussi quelque chose de l'ordre de la sublimation. Et que le temps qu'il n'a pas gagné ce titre, ne serait-ce une Copa América, qui est évidemment pas une Coupe du Monde, mais tant que ce palmarès est vierge, aux yeux des Argentins, il ne peut même pas entrer dans la discussion avec Maradona. Maintenant, il y a une chose aussi, c'est que l'époque fait que la Ligue des Champions a pris une telle importance désormais que la carrière de Messi en Ligue des Champions, elle peut valoir, aux yeux de certains et de cette génération-là notamment, peut-être le titre mondial de Maradona. Mais le poids des clubs, le poids de la vie des clubs. Non, mais le match, il est avec Ronaldo. Le match, il est avec Ronaldo. Et hier, il a encore pris une claque. Je suis désolé. Moi, on peut considérer que Messi est bien meilleur footballeur que Maradona que Ronaldo, et ça, je peux l'entendre. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que dans le duel moderne, on va dire, parce que là, il y a une forme d'anachronisme. Les compétitions de clubs n'étaient pas exactement les mêmes qu'à l'époque de Maradona. Et Maradona n'était pas entouré de la même manière que Messi sur les 10 dernières années. Mais enfin, c'est notre histoire. Mais face à Ronaldo, même si certains disent qu'il n'y a pas de match, mais pour moi, il y a largement match, celui qui est aujourd'hui complet,
est devant en termes de palmarès club et sélection, eh ben c'est Ronaldo. Parce que Ronaldo, qu'on le veuille ou non, il a porté la sélection du Portugal à la victoire dans un Euro. Alors, ces détracteurs expliqueront. Ces détracteurs expliqueront qu'il n'était pas là en finale, mais bon, moi ça je m'en fous. Il était là, il a pesé. Non, mais je veux dire, c'est pas, on peut pas lui retirer, quoi. Je veux dire, il était là concrètement. Mais face à Ronaldo, il y a match. Mais là, par exemple, Maradona, il y a un match qui est en train de tourner en faveur de Ronaldo pour vous. Ceux qui décrivent Ronaldo, ceux qui nous expliquent depuis X temps ceci, cela, je suis désolé. C'est pas Messi 1 et Ronaldo 2 et c'est figé comme ça. On a encore vu hier qu'il n'a pas réussi à porter sa sélection argentine vers un trophée parce qu'hier il pouvait marquer l'histoire parce que même si c'est pas la Coupe du Monde, c'est gagné face au Brésil et au Brésil. Alors ok, il n'a pas les mêmes joueurs, mais ils n'ont pas été au bout. Non mais Maradona, il y a un truc, c'est quand même. Didier Roustan sort de ce corps. Bien sûr, non mais quand tu penses déjà à la Coupe du Monde 86, tu vois, il les amène. Mais tu as vu, tu fermes les yeux, tu as l'image en quart de finale contre l'Angleterre. Voilà, en 3 minutes, toute sa vie est résumée. C'est-à-dire que la main de Dieu, et 3 minutes plus tard, il dribble 25 joueurs, il met un but du siècle, on se le repasse encore en boucle. C'est-à-dire que déjà, rien que ça, tu vois, tu as ces 3 minutes, 4 minutes de la vie d'un homme qui résume ce génie absolu, le bien, le mal, le démon, l'ange. J'interviens une seconde justement parce que c'est intéressant. Le but qu'a mis Maradona, Messi a mis le même en club. Ouais. Contre Étafé. Exactement le même. Sauf que là, c'est. Oui, non mais ça montre bien. Ça symbolise les carrières de ces deux joueurs. Et après, n'oublions pas la Coupe du Monde 90 où il est sur une jambe, il est blessé. Là, on peut dire qu'il y a des magouilles pour pas qu'ils aillent. Ils vont quand même en finale. Ce qu'il fait en 8e de finale, on en parlait tout à l'heure. 8e de finale contre le Brésil. Il est incroyable. Il est sur une jambe, il va pas bien. Il fait cette passe extraordinaire à Caniggia qui marque, qui élimine le Brésil. Et après, en 94, on lui vole son rêve. Il est énorme contre la Grèce. On invente un contrôle pipeau. Attends. Il y a 2 secondes. Tu défendais la probité. Je veux dire, on invente. Mais là, en 94, un contrôle pipeau. Mais comment tu peux dire une chose pareille? Il a été contrôlé positif, il a pris de la. Mais comment ça se fait? Comment tu peux dire? Allez, Cédric. C'était avéré. Je veux dire, non, mais ce que je veux dire, c'est pour les contrôles à la cocaïne auxquels il a échappé, je pense, pendant sa période napolitaine. Mais là, c'était Cédric, il faut juste rappeler. On revient à Maradona, qui a parfois des formules à l'emporte-pièce et provocantes. En voici une au sujet de Messi. C'est inutile de vouloir transformer un homme en chef de guerre alors qu'il va 20 fois aux toilettes avant un match. Pour départager donc Messi et Maradona, est-ce qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre, non plus du football, mais de la personnalité et de l'influence sur ses partenaires? En fait, en sélection, Maradona, quand il va sur ce terrain-là, en fait, il joue sur du velours. Parce qu'en fait, pour le coup, en sélection, et vraiment on insiste là-dessus, parce que Messi, il a prouvé son caractère avec le FC Barcelone, il n'y a pas de souci. Mais en sélection, Maradona joue un peu sur du velours, parce que lui, il sait qu'il se présente un petit peu à l'opposé. Johan l'a dit, il n'était pas très bien entouré en 86, il te les porte, il est encore plus mal entouré en 90, et il te les met en finale sur une jambe avec des exploits, on n'en plus savoir qu'en faire. Et donc voilà, là il dit, voilà, moi j'étais capable de sublimer, une équipe un peu, pas de bras cassés, mais un peu de soldats qui n'étaient pas terribles. Messi, il s'effondre sous cette pression. Bon, après, je trouve que c'est un peu facile, il n'en sort pas forcément grandi, mais c'est toujours ces matchs à travers il marque l'occasion en 2014, c'est sûr que le service après. Et surtout, faut pas oublier aussi, mais ce que fait Maradona avec Naples. Non mais c'est quand même de Scudetto au moment où le Calcio est le meilleur, la Serie A est le meilleur championnat au monde, où c'est extraordinaire, où peut-être que des stars en Serie A, 2 fois contre le grand Milan AC de Sacchi. C'est-à-dire qu'en fait aussi, ce qu'il a fait à Naples, il a transformé Naples, il a mis ça au centre du monde. Il n'y a qu'un regret avec lui, et je crois qu'il l'avait dit dans un documentaire, c'est quel joueur il aurait pu être s'il n'avait pas pris de la drogue. Et s'il n'avait pas été fracassé aussi par sa blessure, sa grave blessure, c'est... Ça sera le mot de la fin sur ce débat, le tour de la planète Mercato en quelques minutes chrono. On y va, la musique, l'habillage et la lumière tamisée. Tiens, on l'apprend ce soir, le HAC, Le Havre, rêve de qui? De Samir Nasri, qui est parti de West Ham. Un commentaire? Paul Le Guen, quand on a touché à l'équipe du soir, on voit grand après. C'est clair. Paul Le Guen, entraîneur plus manager du HAC. Ocampos, il quitte l'OM, au FC Séville, c'est officiel, 5 ans. Quel souvenir garderez-vous de Ocampos? Soit sa générosité, soit sa maladresse. On le voit ici arriver à Séville. Sa générosité ou plutôt sa maladresse? Sa générosité. Sans contestation possible. Ok. João Félix, Benfica s'engage à 19 ans avec l'Atlético Madrid. 126 millions, c'est le transfert. La clause a été
payé. Lui, c'est évidemment ce jeune garçon que nous découvrons. Il peut remplacer Griezmann ou on remplace pas Griezmann? Ou c'est dur? C'est pas le même registre. Vaut mieux qu'il en soit capable parce qu'à ce Il a pris le tarif-là. numéro. Il a pris le numéro, mais c'est pas exactement le même registre. En tout cas, c'est un changement dans la politique de l'Atlético Madrid incroyable. Je veux dire, de signer de jeunes joueurs. Avant, ils allaient sur des joueurs, des guerriers à des tarifs bas qui revendaient derrière. Prendre un joueur de cet âge-là, à ce niveau-là. 19 ans, il a. Ouais. Nicolas Pepe aime Paris, c'est en tout cas Gérard Lopez qui nous glisse un petit truc. Son entourage a une destination préférée. Le sous-texte, c'est le PSG. Est-ce une info ou une intox? Est-ce qu'il faut faire monter les enchères ou pas du côté de Lille? Je sais pas. Pour vous poser la question. Moi, je pense que Pépé, il a des opportunités peut-être avec le Paris Saint-Germain. Il en a aussi en Espagne, parce que l'Atlético s'intéresse à lui. En Angleterre, à mon avis, c'est le projet sportif qu'il choisira. Parce que à quoi bon aller pour lui à Liverpool, par exemple, si Mohamed Salah n'est pas parti? Si à Paris Saint-Germain on lui fait une place ou à l'Atlético on lui fait une place, après, je pense qu'il a plus intérêt à aller là-bas. J'en ai parlé avec Hugo Delon, donc qui fait le mercato chez nous. Il m'expliquait que Pépé, lui, veut l'Atlético Madrid, mais qui n'est pas prêt à payer un tarif que pourrait payer un club comme le Paris Saint-Germain. C'est pour ça que Gérard Lopez parle du Paris Saint-Germain. Ok, merci pour l'info. Laurent Koscielny est convoité par Bordeaux. Koscielny peut-il avoir mieux que Bordeaux en Ligue 1 ou non? Bordeaux, c'est bien pour Laurent Koscielny. Bon, on espère qu'il peut avoir mieux. Bordeaux, c'est une équipe qui est deuxième partie de tableau aujourd'hui. Si on fait l'inventaire de ceux qui sont dans les 7-8 premiers, Lyon, franchement, quand je vois la défense centrale de Lyon avec Marcelo, je prends Koscielny tous les jours. Okay. Marseille, ça serait bien, mais ils n'ont plus d'argent. Oui, voilà. Avec les 15 millions, ils n'ont plus d'argent et ils ont peut-être plus Rami non plus. Bordeaux vend Jules Koundé au FC Séville pour 25 millions. Est-ce que ce départ-là vous interpelle sur le projet sportif de Bordeaux? Il y avait un projet sportif à Bordeaux. Voilà. Ouais, c'est bien. C'est encore le travail plutôt. Moi, je regarde plutôt encore le FC Séville qui fait un travail admirable. En plus, il y a le retour de Monchi. Toujours pareil, le regard. Non, mais le regard français. Ils sont vraiment. Monchi, il adore le foot français. Non, mais c'est magnifique pour ce jeune. Et Bordeaux, non, t'en penses rien. Non, mais Séville, c'est quand même intéressant de voir cette politique de Monchi toujours sur les Français, parce que combien de Français sont passés à Séville et ont vécu des bonheurs après. Je vous pose une question sur Bordeaux, vous me répondez. Monchi. FC Séville et Monchi. Nice et Marseille, moi j'en profite. Oui, allez-y, glissez un petit truc. Bon, après, il faudra que Etienne, spécialiste Mercato, vérifie l'info, mais Nice et Marseille s'intéressent à l'international algérien Adam Ounas. Qui peut être disponible sous forme de prêt puisqu'il est barré par la concurrence à Naples. Si c'est pour Marseille, dis-moi comment il écoute, je te dirai si c'est possible. Je viens de dire qu'il pouvait être disponible sous la forme d'un prêt. Alors c'est possible pour Marseille. Voilà. Coutinho égale Neymar. Si on vous propose cette équation, c'est qu'il semblerait que la situation sur l'opération Neymar bouge un peu. Dans le quotidien catalan Sport, Philippe Coutinho serait d'accord pour rejoindre le Paris Saint-Germain dès cet été. Bon, on s'est un peu renseigné. Coutinho est d'accord pour aller là-bas surtout, non? Coutinho d'accord avec le PSG, c'est loin d'être le cas, mais le Barça, dans son envie de récupérer Neymar, pourrait faciliter des départs vers Paris. Coutinho décevant figure dans cette shortlist. C'est en tout cas ce que nous indique le Parisien ce soir. Coutinho d'accord avec Paris. Est-ce le joueur qui peut ou qui va faire basculer le transfert de Neymar du Barça ou vers le Barça? Pour moi, c'est Neymar. Neymar à la clé. On sait très bien que Neymar veut aller au Paris Saint-Germain et Neymar il veut aller au Barça. Donc si Neymar vraiment veut aller à la guerre avec le Paris Saint-Germain, imaginons que Paris Saint-Germain le retient, ça prend du temps. Je trouve que le temps joue contre le Paris Saint-Germain parce que Neymar, s'il refuse d'aller à l'entraînement, de reprendre l'entraînement, de revenir à Paris, de s'entraîner, c'est très bien que c'est Neymar qui a la clé. Sarah, vous avez une autre opinion ou pas? Oui, moi j'avais répondu oui à la question dans le sens où peut-être, ça serait financièrement ça serait possible, même si je suis pas une spécialiste. Mais c'est vrai que Coutinho, si il a la volonté de venir au PSG et que PSG le prend, ça libérerait certainement Neymar. Non, mais c'est vrai, d'un point de vue économique, après, je suis pas persuadé que Coutinho soit une priorité pour le Paris Saint-Germain, mais là où ça a raison, c'est qu'on imagine mal un transfert sec à hauteur de 300 millions d'euros payé par le Barça au Paris Saint-Germain pour récupérer Neymar. Ils ont des joueurs. Ils ont un effectif important au Barça. Est-ce que ce sera Coutinho, est-ce que ce sera un autre? S'il y a une opération qui est faite, sans doute il y aura un joueur avec. C'est un joueur avec ou un joueur en parallèle? Une facilité d'accès aux joueurs? Quelque chose qui est un peu déguisé, qui est un peu comme ça. Mais on a l'impression qu'en fait, aujourd'hui, le Barça, sa plus grande richesse, effectivement, ce sont ses actifs joueurs en liquidité avec l'opération Griezmann et leur masse salariale qui est quand même, que leur coûte cher quand même tous les ans en liquidité et en cash. Ils ont pas, c'est compliqué là de dégager les 300 millions que vaudrait Neymar, je pense. L'équilibre sportif aussi. Pardon? L'équilibre sportif. C'est-à-dire?
L'équilibre sportif, c'est-à-dire que si on transfère Neymar, ah oui, pour dégager de la place, vous voulez dire, bien sûr. C'est... Après, là où c'est toujours difficile ces trucs-là, c'est-à-dire que déjà un transfert de 2 clubs avec un joueur, c'est-à-dire qu'en fait c'est un transfert tripartite, c'est qu'il faut qu'un club soit d'accord pour lâcher Neymar, que Neymar soit d'accord pour être lâché, qu'il soit d'accord pour le club acheteur et que l'acheteur soit d'accord pour Neymar. Si vous incluez un joueur, c'est-à-dire que vous augmentez les parties. On sait que c'est compliqué à mettre au point. Je me souviens d'une lecture d'Étienne Moiti sur les capacités financières du Barça de faire à la fois Neymar et Griezmann. Ouais, mais ils ont des joueurs qui peuvent vendre aussi, donc ils peuvent quand même alléger un petit peu la facture. Après, j'ai une vision un petit peu différente de celle de Dev sur les moyens financiers du Barça qui sont très importants, Donc ils ont quand même une marge de manœuvre. Ils ont strictement aucun problème avec le fair play financier jusqu'à maintenant. Ils n'ont pas subi la moindre enquête, et ce qui n'est pas le cas de tous les grands clubs européens, même qui ont beaucoup de moyens. Donc le Barça avec son actif joueur, parce qu'on parle de Coutinho, mais il peut y avoir d'autres joueurs qui peuvent rentrer. Ousmane Dembélé qui veut rester au Barça. Malgré tout, il a une grosse valeur marchande et qu'il va quand même y avoir un embouteillage. Même derrière, vous avez des joueurs comme Samuel Umtiti ou Clément Langlais, puisqu'aujourd'hui, il y a un peu d'embouteillage aussi au poste de défenseur central. Ils ont un peu de marge de manœuvre quand même. Nabil, vous voulez une petite conclusion ? Non, mais dans la mécanique, effectivement, si vous mettez Coutinho ou Dembélé, la facture, elle est moins importante et le Paris Saint-Germain récupérait quand même un super joueur de toutes les manières. Coutinho, il est en échec pour l'instant du côté du FC Barcelone. Dembélé, on ne sait pas encore trop quelle tournure ça va prendre. Moi, je crois que Neymar, il veut aller au FC Barcelone, et je crois surtout que le Paris Saint-Germain, malgré ce qui a été dit, est en train de ramer pour essayer de le récupérer. Voilà. Mes petits, on va se faire un quiz. C'est Maradona. C'est un bon joueur. C'est les deux ou c'est aucun des deux. Ok ? Je suis né à la nuit. Maradona, j'ai dit Maradona en premier. C'est Johan qui a dégainé. Je suis le meilleur buteur de la sélection argentine. Maradona. C'est Messi. Alors, Maradona. Messi, vous avez Maradona. Maradona, vous me dites ? C'est Messi. Messi, 68 buts. Maradona, 34. 34, ouais. Ah oui, il n'y a pas photo. Ok. Je mesure 1m60. Maradona. Les deux. Les deux, Oulala. bien sûr. Non, parce que Messi, je crois qu'il fait ma taille de faire 1,62 ou 1,63, non 1,62. Oula, C'est Maradona. Vous êtes tous plantés. C'est les deux. C'est aucun des Non, deux. non, c'est Messi qui fait 1m69. Et Maradona. Maradona, il fait 1m65. Maradona mesure 1m65. Je n'ai jamais gagné la Copa América. Les deux. Ouais, mais je vais être honnête, j'ai vu la réponse sur la tête. C'est beau, ça. Autant il est pour la tricherie dans les tirages au sort, mais pas dans l'équipe du Pour soir. ma conscience, je peux pas. J'ai joué à Barcelone. Les deux. Étienne Moiti a dégainé le premier. Ce soir, il n'y a pas un gagnant. Ce soir, il y a un perdant. 5 gagnants. Nous allons faire un moins 14 pour Nabil Djellit, s'il vous plaît. Regardez, moins 14 pour Nabil Djellit. Et on ne peut pas revenir en arrière. Donc vous remettez des 10 à tout le monde. Voilà. 10 points à tout le monde. Je veux que la rivière flotte. Merci en Nabil. tout cas. Vous avez perdu, vous nous devez un pot. Hein. Merci à toutes les équipes techniques qui ont cru en moi dans cette émission. Également remercier tous mes professeurs que j'ai croisés au long de ma scolarité. Monsieur Boulet en particulier, professeur d'histoire-géographie. C'est bien d'avoir un boulet comme professeur. Merci beaucoup. Demain, c'est un autre président d'un tout autre calibre pour la première partie. Il est président de la ville, il s'appelle Noël Le Graët. Ne zappez pas cette émission, 19h45. À demain.